Miguel Bay. Miguel. Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Salut, c'est Nos Ciné, votre rendez-vous hebdo avec le cinéma qui aujourd'hui va faire dans le pédagogique, dans l'explication de texte, puisque nous allons nous livrer au périlleux exercice de décryptage de Michael Bay, un réalisateur auquel personnellement je n'ai jamais rien compris et qui nous propose en ce moment au cinéma son dernier film, 13 Hours, l'occasion donc d'évoquer cette figure mal aimée du cinéma moderne que connaît sur le bout des doigts mon camarade Stéphane Moïsakis, qui sera mon guide, ma lumière, mon Sherpa tout au long de cette émission. Salut Stéphane. Salut Thomas. Et merci d'avance Stéphane, c'est Nos Ciné, épisode 46 et c'est parti. Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir. 13 Hours, puisqu'on va commencer par là, c'est donc l'histoire vraie de l'attaque le 11 septembre 2012 d'un camp de l'armée américaine à Benghazi en Libye, d'où le nom officiel du film The Secret Soldiers of Benghazi, les soldats secrets de Benghazi. Ces soldats secrets, ce sont les 6 agents de sécurité du camp qui vont repousser la fameuse attaque qui fera tout de même 4 morts côté américain. Au casting, peu de visages connus, à part peut-être celui de John Krasinski, on se rappelle de lui notamment pour Away We Go de Sam Mendes. À ses côtés, quelques gueules d'amour comme celle de James Badge Dell ou Max Martini, tout en musclé et en gros bras. State's under attack. Let's go, man. State's under attack. Let's go. We gotta move. Ouais, ça canarde quand même un tout petit peu. Stéphane, c'était comment 13 Hours? Déjà, on va commencer par dire que c'est un film de Michael Bay, clairement. Donc, ça, jusque-là, on est d'accord. Je le précise parce qu'en fait, autant être clair, si vous aimez pas Michael Bay, parce que je pense que c'est assez clivé maintenant pour les gens, vu que c'est quand même un réalisateur très reconnu en fait pour les cinéphiles et pour même le grand public. Si vous aimez pas très reconnu, tu veux dire très identifié. Très identifié, voilà, exactement. Ouais. Tu le places mieux que moi. Mais en même temps reconnu, on va y revenir, parce que je pense qu'il y a un vrai souci dans la façon d'aborder le cinéma de Michael Bay. Donc si vous aimez pas Michael Bay, c'est pas la peine d'aller voir 13 Hours. C'est le titre français, hein, c'est ça? Oui, 13 Hours. C'est pas la peine d'aller voir le film. Si vous aimez Michael Bay, c'est pas le meilleur Michael Bay. Voilà. La vache, ça part bien. Non, en fait, le truc, c'est que c'est. Après, il faut se comprendre. Le problème qu'on va avoir avec cette émission, c'est que ça va être un peu unilatéral, parce que moi, je suis quelqu'un qui défend Michael Bay, donc ça va passer pour quelque chose d'extrêmement positif, et j'estime que c'est quelqu'un qui mérite d'être défendu. Mais en même temps, je veux dire, certains torts qui lui sont reconnus, en fait, sont fondés. Enfin, voilà. En l'occurrence, le truc avec 13 Hours, c'est que c'est dans la veine en fait de ce que Michael Bay essaie de faire, c'est-à-dire un film honnête, c'est-à-dire au sens raconter une vraie histoire, une vraie narration. On n'est pas dans les Transformers, on n'est pas dans les films où ça part n'importe comment, ou Armageddon, ou ce genre de choses. Donc c'est un film construit, écrit, scénarisé, auquel il s'attache, et c'est pas un film, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas un film vraiment politisé. Voilà. C'est-à-dire que j'imagine que les gens qui n'aiment pas Michael Bay précisément vont s'attaquer à cet aspect du film en disant c'est pro-américain, c'est etc., etc. Mais bon, ça c'est un peu entendu d'avance. C'est sa version d'Alamo, c'est sa version de la chute du Faucon Noir. C'est des sujets en fait et des événements qui sont clairement revendiqués dans le film. Et c'est carrément cité en fait à proprement parler. Voilà. Le problème après, moi je trouve que le problème que j'ai avec le film, c'est que tu disais justement que tu le présentais de cette façon-là, c'est qu'il y a pas de figure reconnaissable, pas d'acteur reconnaissable, et c'est la volonté, je pense, de Michael Bay, c'est-à-dire de faire un film avec des Monsieur Tout le Monde. Voilà, des Monsieur Tout le Monde, parce que c'est l'histoire de Monsieur Tout le Monde, c'est-à-dire que c'est l'histoire d'Américains moyens. Qui, pour le coup, ont un vrai passif militaire et travaillent dans la sécurité, qui en fait se sont retrouvés à sauver en fait des citoyens américains sur le territoire là-bas, et malgré eux, parce qu'ils n'étaient pas, comme c'est précisé dans la bande-annonce, la première ligne de défense. Normalement, c'est pas eux qui sont censés répondre à cette attaque. Voilà, donc effectivement, il va chercher des acteurs qui sont passe-partout. Mais qu'on a déjà vu effectivement, donc Krasinski qui est dans The Office, James Badge Dell on l'a vu dans un nombre de séries incalculable, voilà, et puis il est dans Les rôles, Infiltrés de Scorsese, il y a Max Martini qui est dans Pacific Rim notamment, c'est le père australien, voilà. Donc c'est effectivement la volonté, c'est de présenter des personnages en fait qui sont des hommes, des Monsieur Tout le Monde, sauf qu'en fait, comme c'est du Michael Bay, ce n'est pas des Monsieur Tout le Monde, c'est des mecs ultra caisses, ultra baraqués, et qui, comment dire, qui ont des gueules de stars en fait, qui sont filmés comme des stars, comme dans n'importe quel Michael Bay. Donc la façon dont il va les filmer, c'est la façon dont il filme Bruce Willis dans Armageddon, c'est la façon dont il filme Ben Affleck dans Pearl Harbor, voilà. Donc là-dessus, en fait, il faut être clair, c'est vraiment un film de Michael Bay, c'est vraiment un film qui est fait sous ce prisme-là, et quelque part c'est tant mieux en fait, c'est quand même un film de cinéma pur et dur.
Donc en fait, ouais, c'est un film en fait qui se voudrait être dans la tranchée un peu, comment dire, Monsieur Tout le Monde, un peu, on essaye de faire pas du cinéma vérité parce que c'est pas le cas, hein, mais qu'on essaye d'être honnête vis-à-vis des gens qui ont vécu cette histoire. Et en même temps, c'est un pur film de Michael Bay. Il reprend certaines de ses figures stylistiques. Il refait par exemple le plan de la bombe de Pearl Harbor. Oui. Il le refait avec du mortier. Voilà, c'est rare, hein, ça fonctionne. Enfin, il le fait pas de manière ostentatoire. Mais il le fait quand même, c'est un film de Michael Bay. Et moi, personnellement, je dis tant mieux, en fait. À ce jeu-là, je trouve que, par exemple, 13 Hours fonctionne mieux que La Chute du Faucon Noir de Ridley Scott, quoi. Si ce n'est que La Chute du Faucon Noir est clairement une référence, là où pour Ridley Scott, la référence, c'était plutôt le film de Silent Hill, j'ai un trou, ça y est, ça me vient plus, je le retrouverai plus tard. Voilà, bref, c'est un Zulu, pardon, avec Michael Caine, qui est un film très connu, en fait, qui est pareil sur une attaque en fait de fort. Voilà. Donc voilà, c'est un pur survival, c'est un film qui fonctionne comme ça, 13 Hours. C'est plus ou moins dépolitisé, à part que c'est contextualisé au début. Et j'ai même envie de dire aux gens qui auraient tendance, parce que c'est Michael Bay, à penser que c'est un film pro-américain proprement parlé, c'est que tu as un carton au début qui t'explique clairement la situation et la façon dont les choses se sont mises en place. Notamment avec le gouvernement français, anglais, etc. Donc bon, ça essaye d'être honnête autant que ça puisse être honnête, en fait, un film de cet ordre-là, sur le contexte historique, mais ça aurait pu ne pas être un film historique. C'est ça le truc, quoi. C'est que détaché du contexte, le film fonctionne quand même, parce que c'est du survival. Voilà, c'est du survival pur. Il y a des vraies scènes de tension. Alors, c'est quand même un film encore une fois, c'est Michael Bay, donc il peut pas faire en dessous de 2h20. Voilà. Donc ça, il faut le savoir. Il y a une mise en place, en fait, sur les personnages qui moi, à mon sens, c'est le gros souci du film, justement, c'est que ça ne fonctionne pas très bien. C'est-à-dire que tout le cinéma de Michael Bay tourne autour de ses obsessions à lui. Là, on va dire que c'est sa relecture à la Pearl Harbor, en fait. Il a enlevé tout ce qui pouvait poser problème dans Pearl Harbor, tout ce qui était vraiment débile, quoi, la caractérisation des personnages. Mais là, la caractérisation des personnages, elle est très basique aussi. C'est-à-dire que le souci, c'est que tu as, même si c'est tiré une histoire vraie, tu as 4 personnages qui vivent la même situation au même moment. C'est-à-dire qu'ils sont sur Skype en train d'appeler leur famille, en train de dire, voilà, comment ça va. Et c'est la tentative d'humanisation des personnages. Ça marche pas très bien parce que du coup t'as l'impression d'avoir 4 fois le même personnage qui sont en plus des gros musclés à barbe, tu vois, enfin voilà. Un petit mot rapide sur la représentation de l'ennemi, de l'assaillant en l'occurrence. Voilà, parce qu'en fait c'est aussi, je pense, un point sur lequel il va être attaqué, comme pour ceux qui vont voir le film, comme ça a été le cas avec Ridley Scott d'ailleurs à l'époque de La Chute du Faucon Noir. Voilà. Là-dessus, c'est pareil, ça essaye d'être assez honnête. Ça ne reprend pas la problématique du gouvernement américain, parce qu'il faut quand même rappeler à l'époque que là, en l'occurrence, avec les primaires et les élections politiques américaines de cette année, Hillary Clinton prend cher à cause de cette histoire, à Benghazi. L'histoire de Benghazi, voilà. oui, tout à fait. Ça, il n'en parle pas du tout dans le film. Mais à contrario, il explique en fait que les soldats sur place, les rebelles sur place, en fait, sont venus aider les soldats américains. Voilà. Donc, ça se veut un film humain. C'est pas le truc qui fonctionne le mieux, mais après, sur la logique purement cinématographique, c'est assez efficace, quoi. Ça fonctionne très bien. Mais ce n'est pas extrêmement habité comme certains autres films de Michael Bay, à mon sens, dont on va parler voilà. tout de suite. 13 Hours, c'est au cinéma en ce moment et on continue. Ah, Bad Boys, toute une époque et une pierre importante dans la filmographie de Michael Bay, on peut le dire, peut-être mon préféré dans toute son œuvre, mais c'est uniquement parce qu'il y a Henry Rollins dedans, c'est juste pour ça. La filmographie donc de Michael Bay est riche en succès et en blockbusters, puisque outre Bad Boys, on y retrouve la saga Transformers, mais aussi Armageddon, Rock ou encore Pearl Harbor, dont on parlait à l'instant, et que toute personne née entre 1980 et 1990 a vu au cinéma. Personnellement, moi je m'en souviens comme si c'était hier, c'était au Rialto à Morlaix dans le Finistère, et c'était à chier. Tell that to the boys in the flying fortresses. Tell that to the Marines. C'était bien, toi, Pearl Harbor, Stéphane ? Non, pas vraiment, mais ce qui est très intéressant, c'est que là, c'est un souvenir perso j'étais déjà journaliste à l'époque, je l'ai vu en projet de presse et ça commençait avant même que le film commence, c'est-à-dire qu'au moment où il y avait écrit Michael Bay au générique, ça commençait déjà à ricaner dans la salle. Il y avait déjà cette image avec Armageddon, assez négative voilà. Oui, mais Armageddon qui avait été un gros succès pourtant. Le problème, c'est pas les succès de Michael Bay. C'est tout le paradoxe en fait de Michael Bay, c'est que ça fait 20 ans qu'il fait du cinéma, ça fait 20 ans qu'il cartonne. Oui. Mais personne ne te reconnaîtra qu'il aime Michael Bay. Donc pour moi, il y a quelque chose. Ce qui n'est pas le cas par exemple avec Roland Emmerich.
pour le coup, qui est un peu plus défendu en disant ouais, mais c'est Emmerich, il y a un côté un peu plus sympathique chez lui, qui pourtant son cinéma n'a pas plus de qualité ou de défauts de manière objective que celui de Michael Bay. Le truc, la différence, c'est surtout que, à mon sens, Michael Bay, il aime ce qu'il fait. Contrairement à Emmerich. Emmerich, je pense que c'est un cynique sur sa façon d'aborder ces gros films de destruction massive. Voilà. Mais effectivement, la raison pour laquelle on connecte les deux réalisateurs, c'est qu'ils ont fait à l'époque Independence Day et Armageddon à 2 ans d'intervalle. Et que quelque part, ils ont plus ou moins, et c'est vrai, hein, c'est un fait, ils ont plus ou moins saboté en fait la façon dont on raconte ces gros blockbusters. Voilà. Les gens parlent tout le temps de Spielberg et de Lucas qui auraient saboté le cinéma américain, mais c'est de la connerie. Par contre, narrativement parlant, effectivement, et Michael Bay est responsable de ça, c'est un fait. Hein, on s'est retrouvé à faire des blockbusters qui ne racontent plus vraiment quelque chose, et ça a commencé avec Independence Day, et ça a commencé avec Armageddon. D'un seul coup, dans Armageddon, tu résous des problèmes en tapant avec ta clé, en hurlant sur un tableau de bord, et ça y est, la navette à $1 milliard redécolle toute seule. Voilà. Enfin, c'est des vrais problèmes. Ça existe, c'est des vrais problèmes narratifs. Après, le cinéma, c'est pas uniquement ce que tu racontes, c'est la façon dont tu le racontes aussi. Et pour moi, Michael Bay, là où j'ai envie de défendre ce cinéaste-là, c'est que je trouve qu'il y a un vrai problème dans la façon dont on perçoit son cinéma. Qu'est-ce que j'entends par là ? Je m'interroge en fait sur l'idée que avoir un style aussi reconnaissable, aussi évident, c'est-à-dire que dès que tu vois une image de Michael Bay, tu te dis c'est du Michael Bay, que tu as je sais pas combien de cinéastes qui ont repris certains de ses plans, et là on parlait la semaine dernière de Zack Snyder, je veux dire c'est évident qu'il a pompé des plans chez Michael Bay, mais il y a d'autres films comme Battleship qui reprennent une formule totale, et aucun de ces cinéastes n'arrive à refaire ce que fait Michael Bay. Et pourtant, en fait, même si le personnage est reconnaissable, même si le cinéaste est reconnaissable, les gens continuent à aller voir les films tout en sachant et en reconnaissant que c'est censé être de la merde. Donc, je m'interroge sur la raison pour laquelle, en fait, c'est le cas, quoi. Du coup, ça me donne envie un peu de défendre, parce que moi, j'ai toujours été fasciné. C'est une vraie fascination, hein, Michael Bay chez moi, parce que je pense que c'est quelqu'un qui, dans sa façon d'aborder le cinéma, l'aborde au plan par plan. C'est-à-dire que c'est très étrange en fait, mais c'est quelqu'un qui va vouloir travailler énormément cette image. On le voyait dans Armageddon, il fallait qu'il y ait absolument que ce soit en fait Bruce Willis et Liv Tyler, il fallait qu'il y ait ce beau mouvement de caméra sur eux quand ils sont en train de se prendre dans les bras. Enfin, tout est filmé sous cette espèce d'emphase énormissime de sur-cinéma. En fait, tout est hyper coloré, tout est hyper... voilà. Je pense que ça fait partie de la fascination que les gens peuvent avoir aussi pour lui. Et en même temps, on lui reproche, par exemple, de faire des films illisibles, comme Armageddon, comme Pearl Harbor. Enfin, Pearl Harbor, c'était un peu moins flagrant. C'était surtout des... T'avais la grosse scène de bataille. Ouais, voilà. Bad Boys 2. Et ça, par exemple, c'est un truc qu'on ne lui reconnaît pas aujourd'hui. C'est que c'est quelque chose sur lequel il a extrêmement évolué, en fait. Vraiment, moi, je trouve, à partir de... On peut pas vraiment dire ça sur Transformers 2, on peut le dire un peu sur le premier. Mais à partir de Transformers 3, il a fait des films qui sont à peu près intelligibles. En fait, tu peux les voir, les comprendre, et le langage cinématographique est plus ou moins respecté. En plus de toute sa virtuosité générale, de sa façon de... Parce que personne ne fait des money shots comme Michael Bay, quoi. Et le truc, c'est que... donc oui, effectivement, il y a ce souci au sein de son cinéma qui est qu'il ne veut pas raconter les histoires qu'il raconte. C'est un pubard, hein, c'est un clipper, il vient de là. Donc il vient des petits formats, il vient des trucs à concept. Et en fait, pourquoi il fait des films aussi longs ? Je pense qu'en fait, il fait des films... Enfin, ça, c'est une question... je sais même pas si je pourrais vraiment te répondre, parce que le truc, c'est que au final, je pense que la façon dont ces films-là... Prenons Transformers 2, par exemple. C'est un film qui dure 2h30. C'est un film qui n'a pas été écrit. C'est connu, hein. On le sait. C'est-à-dire qu'il y a eu la grève des scénaristes à l'époque. Michael Bay, il allait écrire un traitement dans son coin, et en fait, il leur a filé à la sortie de la grève, et il leur a dit, maintenant, on y va, on travaille, quoi. Et donc, du coup, en fait, le film est complètement aberrant de A à Z. C'est-à-dire que dès qu'à un moment donné, il faut essayer de dire, bon, bah là, il faut que les personnages se retrouvent en Égypte, ils vont voir un espèce de vieux Transformers qui lâche une caisse, qui fait un rond, et puis paf, ils se retrouvent en Égypte. Tu ne sais pas pourquoi. En termes narratifs, tu ne sais pas pourquoi ils sont là. Mais c'est tout, pour moi, c'est tout ce qui fait. C'est carrément gonzo à ce niveau-là. Là, on prend... ça, c'est mon côté déviant avec Michael Bay. C'est-à-dire qu'on prend le côté... tu peux pas... Objectivement, tu peux pas défendre ce film-là. Ce n'est pas un film que tu peux défendre. Mais... moi, j'achète ça personnellement à côté de n'importe quel Roland Emmerich où je me fais chier, où les persos sont voilà, et qui sont finalement aussi tout aussi cons,
mais pas tout aussi jouissif dans, Ouais. dans le jusqu'au boutisme en fait. Et c'est ça le truc avec Michael Bay, c'est que c'est un cinéaste jusqu'au boutiste qui croit, je pense, fermement en ce qu'il fait, même si c'est une scène à la fois et que même si les scènes ne connectent pas entre elles, voilà. Mais je pense par contre que c'est un type qui est extrêmement virtuose, qui est extrêmement un gros travailleur, quoi, vraiment. Il a un vrai souci sur la forme, il l'a travaillé énormément, il l'a fait énormément. Alors, évoluer ou régresser, c'est selon Oui, ce qu'on peut point de penser, vue voilà, en place. le point de vue dans son place, effectivement. Mais je pense qu'il a de l'empathie pour ces personnages, même si, en fait, ces personnages, finalement, ne découlent que de sa propre façon de fonctionner, quoi. Et du coup, parce qu'il a cette espèce d'aura extrêmement négative, c'est quand même un cinéaste qui a été considéré comme, enfin on l'a écrit au noir sur blanc, c'était dans Entertainment Weekly, je crois, à la sortie d'Armageddon, on l'appelait Antéchrist, et c'est resté, quoi. Roland Emmerich n'a jamais eu le droit à ce traitement, quoi, tu vois. Voilà, du coup, en fait, chaque film qu'il fait est de toute façon déjà vu sous un angle négatif, Oui, que ce ça, soit c'est donc vrai. 13 Hours, même Pen and Gain, en fait, parce que Pen and Gain, c'est vraiment brillant pour le coup. C'est-à-dire que c'est, pour moi, un sujet comme ça. C'était On peut rappeler Pen and Gain, ce que c'était. oui, c'est tiré d'un fait divers qui a eu lieu dans les années 90, qui raconte en fait l'histoire de 3 criminels qui en fait ne veulent pas travailler mais veulent devenir riches et ont voulu monter un espèce de kidnapping en fait qui a mal tourné pour récupérer l'argent d'un type qu'ils connaissent. Alors c'est vraiment une petite histoire, un petit truc criminel. Lui il disait c'est mon Pulp Fiction, c'est mon film de frère Cohen, quoi. Mais c'est un vrai film de Michael Bay. Par contre, ça sort vraiment de cette. Déjà, il n'y a que lui qui pouvait avoir l'empathie pour ce type de personnage-là. Et on l'a vu, c'est des personnages qui existent dans ses autres films. Hein. Ils sont dans Armageddon, ils sont dans Rock, dans The Rock, dans Bad Boys. Bad Boys 2 surtout. Et en même temps, il les condamne de la même manière. C'est-à-dire qu'il a à la fois l'empathie, à la fois il les condamne parce que lui-même, contrairement à ces personnages-là, c'est un self-made man qui s'est fait. Alors, on pourrait prétendre qu'il s'est fait en saignant, on va dire, les gens de leur bonne crédulité, si on veut, mais en fait, il le fait tout de même de manière honnête, contrairement à ces gens-là. C'est pas criminel ce que Michael Bay fait, en fait, quand il fait du cinéma. Même si la critique a tendance à considérer que c'est le cas. Voilà. Donc, je pense c'est là où il a l'empathie. En fait, je pense que c'est là où, en fait, il arrive à vraiment créer ces personnages-là. Et en plus, un des trucs qu'on enlève trop souvent à Michael Bay, à mon sens, c'est qu'il a un vrai sens de l'humour qui, en général, fonctionne très très bien, y compris dans Armageddon, y compris dans Bad Boys 2, même si c'est stupide, noir, bas du front, ce que tu veux, etc. Ça fonctionne, c'est drôle. Enfin, moi, je trouve ça drôle, en tout cas. Plus que chez Roland Emmerich, où tu sens que c'est forcé, puisqu'il faut faire la comparaison, on va dire. Mais, et en plus, c'est un vraiment bon directeur d'acteurs. Alors, il faut que les acteurs aient quelque chose à défendre, on est d'accord. Tu vois, je vais pas te dire que, par exemple, le personnage de Shia LaBeouf dans Transformers 2 ou 3 est formidable, parce que c'est pas vrai. Il sait pas quoi en faire, c'est évident. Mais quand tu vois, par exemple, The Rock, il a jamais été aussi bon que dans Dwayne Johnson, il a jamais été aussi bon que dans Pen and Gain. Mais à un point où moi, je me disais, il mérite une nomination à l'Oscar, ce qu'il n'aurait jamais eu, parce que c'est un film de Michael Bay. Mais voilà, pour moi, Michael Bay, le truc qu'on lui enlève, c'est on dit tout le temps, c'est un shooter, c'est un clipper, c'est un type qui fait des films sous ce prisme-là uniquement. C'est vrai, sans tout à fait être vrai. Et en fait, tout ce que le type peut avancer dans le cinéma et rapporter dans le cinéma, on lui enlève trop, justement parce qu'il a cette mauvaise aura. Voilà. Et du coup, je pense que c'est là où ma fascination réside sur le cinéaste, quoi. C'est que c'est un type qui, fondamentalement, fait des films qui sont vus par le monde entier. Chaque fois qu'il en fait un, il en fait quand même un quasiment par an, quoi, et qui sont reconnaissables. Les gens vont quand même les voir, et ils sont détestés. Donc c'est un mystère, c'est une anomalie, mais qui est à l'image du mec, en fait. C'est-à-dire mais voilà. Donc moi, à mon sens, la façon dont je ressens, je me dis, c'est quelqu'un qui aime vraiment ce qu'il fait, même si ce qu'il fait, ça peut être limité du front. C'est quelqu'un qui a un vrai sens cinématographique, qui essaye de pousser ce truc-là, même si on peut considérer que c'est complètement absurde, voilà. Et à la limite, moi, ce que je lui accorde au moins, c'est que j'ai pas envie que Michael Bay fasse des films sur Superman, parce que je trouve que c'est une mythologie, par exemple, qui mérite vraiment d'être traitée. Donc je sais qu'il la saboterait. J'ai pas envie qu'il s'inscrive dans des franchises, en fait, des bonnes franchises. Pour moi, quand il fait Bad Boys, c'est très bien. Quand il fait Transformers, c'est très bien, parce que pour moi, il ne peut que surélever un matériau qui, à la base, à mon sens, ne mérite pas vraiment, en fait, d'être adapté au cinéma ou d'être traité au cinéma, quoi. Donc, il est la plus-value de ces matériaux-là. C'est lui qui, pour moi, transforme
sans mauvais jeu de mots, s'il transforme ces licences-là, quoi. Pour finir, Stéphane, une petite recommandation. Mettons, si je veux m'y remettre à Michael Bay, par quoi est-ce qu'il faudrait que je commence? Si je veux comprendre. Alors, je sais pas si on peut comprendre vraiment Michael Bay. Hein. C'est du pur ressenti. Et le truc, c'est qu'il y a un documentaire qui est, moi, je trouve formidable sur le Blu-ray de Transformers 2. Il faut avoir le Blu-ray de Transformers. Mais j'ai tous les Blu-ray de Michael Bay. Je sais, je te connais. Voilà. Et c'est un documentaire sur sa façon de travailler. Et il y a un moment donné, par exemple, qui est incroyable. C'est que, bon, tu as vu le film. Tu sais qu'il y a des couilles de robots, tu vois, voilà. Oui. Donc ceux qui n'ont pas vu le film, voyez-le pour voir ça au moins. Voilà. Et en fait, t'as la genèse de cette idée dans le documentaire où Michael Bay se retrouve. En fait, voilà, c'est Michael Bay et avec le designer du Devastator, c'est le personnage, c'est le Decepticon qui est à la fin du film. Et il lui dit, là, je veux que tu mettes deux gigantesques boules de démolition. Il lui dit, tu les mets là. On voit pas où il le dit. Et là, le mec rigole, le designer rigole, il fait « Ah non, mais il croit que c'est une blague. Ouais. » Et Michael Bay regarde, il fait « Je suis très sérieux. » Je suis très sérieux. Et en fait, le truc, c'est que tu sais pas pourquoi il est très sérieux. Tu sais pas pourquoi c'est dans le film. Mais ça y est, et c'est ce que je trouve fascinant, c'est que le mec ne se refuse absolument rien. Voilà. Et quelque part, en fait, c'est ça que je le retiendrai de Michael Bay, c'est que c'est quelqu'un qui va tellement loin et qui est tellement prêt à ça pour un plan, pour une idée, aussi stupide et conne soit-elle, mais qu'en même temps il va essayer de la faire comme si c'était le moment clé du film voilà, pour moi il ne mérite que mon respect. Ça mérite le respect. Nos ciné, c'est fini pour aujourd'hui. Merci Stéphane pour cette leçon de Michael Bay. Leçon de cinéma dans les annales. Merci à Jules à la technique, autant que pour l'accueil. Prochain Nos Ciné, c'est dans une semaine. D'ici là, vous nous retrouvez un peu partout sur le net, notamment sur notre site nosciné.com où vous attendent toutes nos anciennes émissions sur Batman vs Superman, sur Midnight Special, sur Jodorowsky's Dune, sur The Lander 2, sur The Revenant, sur Ave César et sur plein d'autres films. Laissez-nous des petits messages, on les lit à chaque fois avec plaisir, et d'ici là on vous dit à la semaine prochaine. Salut à tous, c'est Jean Z. No Game, le podcast jeux vidéo, c'est tous les mercredis sur iTunes, SoundCloud, Deezer, YouTube, Facebook et Twitter. À la semaine prochaine.